demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télé républicaine pour cette session d'information. D'abord les titres. Pas de visa pour les groupes armés qui opèrent en RDC. Ils ne prendront en aucun cas part au Forum national. Le porte-parole du gouvernement l'a annoncé ce jeudi. Un vent nouveau souffle au sein de l'administration publique. 23 ans après les premières élections, de nouveaux syndicalistes viennent d'être réélus pour défendre la cause des agents. Enfin, plusieurs ONG humanitaires opérant dans la province orientale se désengagent. Les conditions de travail médiocres ne leur permettent plus de continuer à œuvrer dans cette partie du pays. Voilà tout pour les titres. Bonsoir à tous. Je l'ai dit dans les titres, les groupes armés qui opèrent en RDC ne prendront pas part aux concertations nationales. Là-dessus, le gouvernement congolais est formel. Il n'est pas question pour la RDC de donner une prime à ceux qui prennent les armes. En tout cas, c'est la position du gouvernement rendue publique ce jeudi par son porte-parole, Lambert Mende, alors qu'il tenait un point de presse à la RTNC2. Thierry Kassongo, Nadine Laing et Baby Malobo. L'occasion offerte au peuple congolais de se réunir et d'adopter des stratégies pour résoudre la crise dans l'est du pays et lutter contre sa balkanisation demeure à ce jour les concertations nationales. Vu sous cet angle, ces assises ne sont pas les lieux pour discuter de la situation des groupes armés qui écument l'est du pays. Pour ce qui est de leur participation aux concertations nationales, Lambert Mende Omalanga est clair. Les concertations nationales sont un lieu de rassemblement contre l'agression et la balkanisation du pays. Elles ne doivent pas se transformer en un exercice de sacralisation des crimes et de l'impunité. Le tribunal de l'histoire nous condamnerait sans appel. Certes, lorsque l'on cherche une solution à un problème de société, comme celui des cycles de violence, pourquoi, dans le cas d'espèce, les Congolais réunis en concertation nationale pour rechercher la paix à l'est de leur pays devraient-ils être contraints de faire appel ou y associer des forces négatives encore actives, c'est-à-dire non repenties? Aussi séduisante soit-elle dans la forme, nous le reconnaissons, l'idée d'une participation de groupes armés encore actifs aux concertations nationales est une mauvaise chose pour le pays, car dans le fond, elle enverrait un signal désastreux, nous l'avons dit, pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Selon le porte-parole du gouvernement, aussi longtemps que la constitution du pays ne prévoit pas l'intégration dans les FRDC des personnes à double nationalité, ces dernières ne sont pas non plus éligibles à l'intégration dans les FRDC et à l'amnistie, tant souhaité par le M23.
Les délégués des groupes armés en séjour à Kinshasa ont été reçus mardi dernier par le Présidium des concertations nationales. Ces délégués estiment que leur présence est indispensable à ces assises. Pour le président de l'Alliance des forces populaires et patriotiques du Congo, Jules Zeringabo, les représentants des groupes armés ont de l'influence pour contacter les groupes résiduels afin que la paix revienne dans l'Est de la République. Je vous propose ces propos recueillis par Oscar Bakandoa. Ce ne sont pas des personnes comme nous, des personnalités comme nous qui devaient être hors du panier cellulaire dans une affaire de concertation nationale, surtout quand il s'agit de traiter des cas comme le désarmement, l'intégration, des cas comme la démobilisation, la réinsertion sociale, sont des matières que nous maîtrisons parfaitement puisque nous y avons travaillé pendant plus de 2 ans avec des grandes délégations de la communauté internationale qui nous ont accompagnés durant tous les processus. Il nous a demandé de lui présenter nos listes et il a demandé que si il nous fait entrer dans les concertations, que nous, en contrepartie, nous puissions nous impliquer de toute force pour que, à travers nos différentes connaissances et nos contacts avec tel ou tel, que nous voyons comment nous pouvons influencer tous ces réfracteurs qui sont dans des maquis par-ci par-là à revenir à la raison, déposer les armes et donner la paix à toute la nation congolaise. Nous pouvons influencer, confirmer la totalité, c'est une erreur. Mais nous savons que nous pouvons quand même quelque chose de considérable que la nation ne peut pas. La nation sera contente de nos œuvres. Les présumés auteurs des crimes de guerre et crimes contre l'humanité ainsi que ceux qui enrôlent des enfants dans les groupes armés ne sont pas éligibles à l'intégration dans les FARDC. Ils ne bénéficieront pas non plus de l'amnistie telle que réclamée par le M23. Le porte-parole du gouvernement l'a dit au cours du point de presse qu'il a tenu ce jeudi à la RTNC. Lambert Mende, des propos recueillis par Nadine Laing et Baby Malobo. Pour éviter l'éternel retour à la case de départ, dans la spirale des violences récurrentes qui endeuillent les populations congolaises de l'Est de la République, le gouvernement s'en tient à quelques principes clairs dans les conclusions en gestation de ces pourparlers. Premièrement, les personnes qui ont participé à plus d'une mutinerie ou à plus d'un mouvement insurrectionnel ne sont pas éligibles au bénéfice d'une loi d'amnistie qui est réclamée par le M23 ou à l'intégration dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, il en est de même des auteurs présumés de crimes de guerre, crimes contre l'humanité, notamment les meurtres de civils, les viols, les violences sexuelles, et des personnes responsables du recrutement d'enfants soldats, ainsi que des personnes impliquées dans la chaîne de l'exploitation illicite des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le pillage de nos richesses. Une centaine de commandants assimilés et hommes de troupes sur un total estimé à plus ou moins 1700 personnes faisant partie de M23. Ces personnes, la centaine, ainsi listées, ont participé pour la plupart à plus d'une mutinerie ou mouvement insurrectionnel. Les pourparlers qui se tiennent dans la capitale ougandaise pourraient aboutir à l'amnistie de certains responsables du mouvement du 23 mars, une mesure qui risquerait d'encourager l'impunité en RDC, fustige le professeur Philémon Mwamba, d'où il y a lieu que la RDC réactualise, selon lui, son offensive diplomatique pour lutter contre le projet de balkaniser le pays. Il a été interrogé par José Junior Owawa. À l'est du pays. Dans cet ordre du jour, on parle par exemple de l'amnistie. Mais vous savez qu'un des problèmes majeurs de notre pays, c'est l'impunité. Or, à l'est du pays, on parle depuis longtemps de 5 millions de morts. Mais les génocides rwandais, dont les Rwandais aujourd'hui se servent comme monnaie
des négociations sur le plan international, on a parlé de 800 000 morts. Mais chez nous, il y a déjà 5 millions de morts. Pourquoi cela n'est pas qualifié de génocide? Et pourquoi on doit amnistier ceux qui tuent? Or, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Ça signifie qu'on ne peut pas les annuler ou les mettre de côté pour qui que ce soit. Ne tombons pas dans ces pièges qui vont se retourner un jour contre nous. Ces gens doivent être jugés, les coupables doivent être condamnés si on veut que l'on aille de l'avant et que les rébellions cessent à l'Est. On parle de la question de la bonne gouvernance pour tous les pays des Grands Lacs. Que ça ne soit pas seulement la question du Congo, parce que tout ce qui se passe ailleurs nous pose aussi problème. En Ouganda, nous savons qu'il y a des rebelles ougandais qui sont au Congo et qui sèment la terreur dans la province orientale. Donc, nous ne pouvons pas dire que la question congolaise sera résolue par le Congo seul. Non, il faut que ça soit résolu dans les cadres de la sous-région des Grands Lacs. La diplomatie, on ne doit pas se la cacher. Elle ne fonctionne pas. Quels sont nos ambassadeurs dans les pays étrangers? Combien sont-ils en mesure de convoquer la presse internationale et de parler du Congo? Nous n'en connaissons pas. Quelle est cette rébellion qui a autant bénéficié d'un soutien irréductible de la part du Rwanda et de l'Ouganda? Comme le M23, les hommes de Sultani Makenga sont ravitaillés en armes et en munitions par le Rwanda, alors que le gouvernement et le M23 ont été obligés de reprendre les pourparlers dans la capitale ougandaise. La démarche de Kigali consiste à créer un climat de tension dans la région des Grands Lacs en déployant à sa frontière avec la RDC un impressionnant dispositif militaire. Paul Kagame est sur le pied de guerre et voilà qui a inspiré ce commentaire de la rédaction avec Oscar Bakandoa. À Kampala, aucune avancée significative n'est encore signalée. Les vraies discussions entre les deux parties n'ayant vraisemblablement débuté que le mardi. Mais une semaine a été consommée dans le calendrier de 14 jours adopté par le chef d'État et du gouvernement de la CIRGL lors de leur sommet extraordinaire dans la même capitale ougandaise. Ainsi, sur papier, les délégués aux négociations de Kampala n'ont que quelques jours pour la conclusion d'un accord qui scellerait un pacte pour une paix durable dans l'est de la RDC. Pendant ce temps, à la frontière avec la RDC, le Rwanda continue à multiplier des actes qui font craindre le déclenchement d'un conflit armé entre les deux pays. Après la calmie observée juste après l'appel de la CIRGL, Kigali semble évoluer désormais en marge. Alors que Kinshasa et le M23 tentent de trouver un accord à Kampala, sur le terrain, Kigali se prépare au pire. Sur quoi fonderait-il ses convictions? Difficile à savoir. Toujours est-il qu'un coup fourré, qui ne va sûrement pas profiter à la région des Grands Lacs, se met en place à Kigali. Une attitude qui étonne pour autant que le président rwandais Paul Kagame soit parmi les chefs d'État de la CIRGL qui ont imposé à Kinshasa, tout comme au M23, la reprise sans condition du chemin de Kampala. Que ce soit le même qui pose des actes tout à fait contradictoires à la dynamique de la CIRGL, il y a de quoi se poser des questions. Le plus évident est que Kigali ne travaille jamais pour le retour de la paix dans la région. Cette option n'a jamais figuré dans son agenda. Pour Kigali, une région de Grands Lacs pacifiée équivaut à la fin de son régime. Autant donc entretenir des conflits permanents dans l'est de la RDC pour garantir sa survie. C'est ce que la RDC devait comprendre en empruntant un chemin de paix où Kigali ne serait pas impliqué, car un schéma comme celui de la CIRGL, dans lequel Kigali est partie prenante, est d'ores et déjà voué à l'échec. Le Rwanda ne peut pas accepter, dans les conditions actuelles, que la RDC recouvre la paix. Sinon, ça serait sa fin. Son objectif est de faire embraser toute la région pour sécuriser son pouvoir. Deuxième recensement général de la population et de l'habitat, les choses s'accélèrent. Les bureaux provinciaux et les commissions provinciales de recensement seront installés incessamment à travers toute la République. La confirmation est du ministre du Plan qui a présidé ce jeudi en son cabinet de travail une réunion pour arrêter les modalités pratiques en vue de l'installation de ces structures. Oscar Bakandoa. La détermination du gouvernement congolais de procéder au recensement général de la population et de l'habitat est désormais palpable. Au cours de cette réunion, à laquelle avaient pris part le vice-ministre de l'Intérieur, les secrétaires généraux des deux ministères et les experts du bureau central de recensement, Célestin Vunabandi a expliqué la démarche.
Nous comptons beaucoup sur l'ensemble des collaborateurs au niveau du ministère du Plan, au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est une activité importante, le recensement général de la population et de l'habitat. La première réunion que nous venons de tenir portait sur le déploiement du recensement ou des structures du recensement général de la population et de l'habitat en province. Nous avons discuté de la mise en place très prochaine des bureaux provinciaux de recensement, mais également des commissions provinciales de recensement et même des commissions locales de recensement. Nous allons organiser des missions dans les tout prochains jours qui vont nous permettre de nous déployer pour que nous puissions finalement engager les opérations de terrain. En sa qualité de gestionnaire de la population, le ministère de l'Intérieur, à travers Régis Ngokoso, se dit prêt à apporter son concours pour la réussite de ces opérations. Le ministère de l'Intérieur accompagne ce processus parce qu'en fait c'est lui qui gère la population et vous comprenez que la conjugaison des efforts entre les deux ministères va permettre d'obtenir une certaine efficience dans la réalisation de cette activité. Dans les prochaines heures, des missions exploratoires seront déployées dans toutes les provinces en vue de recueillir des informations sur les facteurs favorables et les facteurs défavorables de travail dans les provinces. Une page vient d'être tournée dans l'administration publique. Les syndicalistes qui ont pendant 23 ans défendu la cause des agents viennent d'être remplacés après élection. La clôture de ces élections dans différents secrétariats généraux des ministères est intervenue ce jeudi. À cette occasion, le ministre de la fonction publique a fait un tour d'inspection pour se rendre compte du déroulement des opérations. Doudou Ndombe et Blanchard Kandolo. Environ 120 syndicats ont été enregistrés pour ces élections. La commission électorale syndicale de la fonction publique, qui a fait le travail en amont, peut se féliciter du déroulement de ces élections. Chaque agent accomplit son devoir dans la transparence et en toute responsabilité. Le ministre de la fonction publique, satisfait de l'opération, compte s'impliquer pour que les futurs élus suivent une formation afin non seulement de normaliser les choses, mais aussi que ces derniers aient mandat des agents. Nous allons maintenant afficher, après les recours, le traitement des recours que nous avons eu, afficher. Et la suite sera la formation de délégués qui ont été élus. Nous allons les former pour savoir comment se comporter, ainsi de suite, en attendant certainement de pouvoir faire voter une loi qui va régir ce secteur de syndicats. Au secrétariat général à l'ESU, on n'attend plus que le dépouillement. Pour Aloula Lioké, les élections se sont déroulées dans un climat apaisé. Non, le dépouillement, je crois qu'il n'y aura pas de contestation parce que chaque syndicat a son témoin là-dedans. Les témoins sont là pour veiller à ça. Kinshasa a vécu avec ces élections syndicales. Prochaine étape, les provinces. Celles-ci vont connaître la même opération dans les jours à venir. Le ministère de l'économie et commerce et celui des finances ont échangé ce mercredi avec le patronat congolais, les entreprises du portefeuille de l'État, l'association des consommateurs en vue d'étudier les mesures nécessaires pour baisser les prix des produits de première nécessité. Il s'agit entre autres du riz, du chachar, du poulet et du ciment gris. Les participants à cette réunion devaient, selon Jean-Paul Nemoyato, se pencher sur les éléments qui surchargent la structure des prix. Chaque jour qui passe, les Congolais achètent des produits pharmaceutiques périmés sans s'en rendre compte. Ces médicaments vendus sans respect des normes à la grande indifférence des autorités compétentes. Le cas le plus récent est celui d'une pâte de dentifrice, ce que vous allez voir dans les images, impropre à la consommation, mais vendue sur l'avenue Kassavubu, tout près du grand marché de Kinshasa. Une question tout de même, comment ce produit qui ne dispose d'aucun élément de renseignement a-t-il échappé au contrôle des services publics? Rosine Martin Bouyamba. Dans un emballage propre et bien présenté, à première vue, ce produit est loin de tout soupçon. Pourtant, après analyse minutieuse, force est de constater que cette pâte dentifrice est impropre à la consommation. La date de sa fabrication n'est mentionnée nulle part, chose que ce vendeur ambulant ignore. Mathieu date n'a pas expiration. Ouais, bah combien? Et puis m'en connais. Mais est-ce que oh, les dates, il y a jour et aussi là. Bonjour, Basalango. Bino boso bango. Les pharmacies, les magasin.
Pour connaître l'état des péremptions de cette pâte dentifrice, il faut ouvrir l'œil et les bons. La grande question est de savoir combien de Congolais ont déjà et continuent à consommer ce produit en toute quiétude, sans souci de conséquences. Quelques consommateurs avisés ne restent pas dupes. L'association Le Droit de consommateurs congolais, par exemple, avertit la population sur ce énième cas de produit périmé. Son président, Blaise Mpezo Munganga, remet en cause l'Office congolais de contrôle qui semble faillir à sa mission. Les services publics assermentés pour donner les avis considérables pour que le produit soit réellement consommé, les produits puissent être consommables, se contentent simplement de pots de vin. Les services tels que l'OCC, les services tels que l'économie nationale, les services tels que l'hygiène n'osent même pas intervenir pour mettre fin à cette aventure. Cette pâte dentifrice n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Combien échappe au contrôle de l'OCC? Quelle est la réaction par rapport à ces situations? En tout cas, toute tentative de joindre ces responsables pour plus ample détail sont restées vaines. En attendant, les consommateurs doivent se prendre en charge pour éviter des désagréments. Les organisations humanitaires se plaignent de leurs conditions de travail en province orientale. Une dizaine d'entre elles a décidé de plier bagages à cause de plusieurs difficultés qu'elles rencontrent sur le terrain. Ce jeudi, au cours d'un café de presse, OCHA a présenté un tableau sombre de la situation humanitaire que traversent les populations de cette province. Les détails avec Mariam Boya. Au total, 10 ONG se désavouent de la province orientale. Pourtant, cette province fait face aux différents défis sur le plan humanitaire. Sarah Djerir, l'office de liaison de la première urgence aide médicale internationale, explique les causes de leur départ. Nous quittons la province orientale par manque de financement qui permettrait de continuer d'autres projets de réhabilitation ou d'amélioration de la sécurité alimentaire de la population. Donc, les problèmes que nous avons rencontrés, c'est évidemment l'afflux des déplacés ou des réfugiés de la RCA qui se retrouvaient dans des situations dans le plus grand dénouement et le problème d'accès. Cette rencontre avec la presse a permis au Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en RDC de faire un état de lieu de la situation humanitaire en province orientale. Donc s'ils disparaissent, si les gens qui s'occupent des routes, nous aussi on fait des routes de notre côté, on en a réhabilité 375 km dans le cadre du cluster logistique, mais si les autres, qui sont aussi des acteurs, sont plus là, c'est du problème pour emmener les vivres, pour emmener pour les autres organisations, pour amener le matériel médical, etc., etc. Donc ça a un impact sur absolument tout le monde. Par ailleurs, on note la présence massive de réfugiés centrafricains dans cette partie de la République démocratique du Congo, alors qu'il y a des besoins financiers. Alors, et voilà, José Junior Oa va nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de la presse parue ce matin à Kinshasa. Bonsoir José Junior. Bonsoir Bijoumoui. Quels sont les titres qui ont fait la une de l'actualité parue ce matin dans la capitale congolaise? À la une de l'actualité, nous avons les concertations nationales ainsi que le pourparler des Kampala. Ils sont là les deux sujets qui dominent l'actualité dans la presse parue ce jeudi à Kinshasa. Entre inquiétudes dues à la présence des militaires rwandais à la frontière avec la RDC et les divergences dans les groupes thématiques entre majorité, opposition aux concertations. Et je vous convie de suivre. Commençons par les potentiels qui parlent d'une forte présence militaire rwandaise à la frontière entre la RDC et les pays des 1000 collines. Aux confrères de s'interroger sur ce que prépare Kigali à travers cette initiative, alors qu'il s'observe une accalmie sur les terrains des opérations en raison de la reprise des pourparlers de Kampala entre Kinshasa et les M23. Les potentiels pensent que Kigali est convaincu que rien de bon ne sortirait de ce pourparlers de Kampala. Les phares établissent un parallélisme entre les concertations nationales et les pourparlers de Kampala. Les quotidiens constatent qu'avec les 5 thématiques à Kinshasa et 10 à Kampala, les Congolais sont dans la confusion. Ce flou, poursuit le journal, est entretenu par les agendas de ces deux tables rondes qui se tiennent simultanément. La fin des travaux est prévue à la même date, s'inquiète le journal.
L'avenir fait constater que la question sur le découpage territorial est à la base de la division entre la majorité et l'opposition dans les travaux des groupes thématiques aux concertations nationales. Les confrères renseignent que certains concertateurs suggèrent un découpage global tandis que d'autres proposent un schéma graduel en raison des contraintes d'ordre logistique irrélatives. La manchette parle des tiraillements constatés aux concertations nationales entre la majorité et l'opposition au sujet des matières dites sensibles. La majorité propose une approche minimaliste alors que l'opposition tient à l'établissement d'un diagnostic rigoureux de la situation afin d'identifier les problèmes et leurs causes. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. À la prochaine. Voilà, merci José Junior Owawa pour ce condensé de la presse. Et c'est aussi la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir accordé votre attention et bonne suite de programmes sur la télé républicaine. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.